Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Et merci d'être là parce que c'est ensemble que nous poursuivons ce nouveau cycle de conférences qui a pour objectif de comprendre les cycles de l'être. Cycle après cycle, vie après vie, l'amour continue de progresser malgré le triomphe des égoïsmes qui semblent parfois avoir raison de toutes les solidarités. Merci à toutes celles et ceux qui s'attellent à incarner autant que faire se peut le changement qu'ils souhaitent voir advenir dans le monde. Et puis, merci à tous ceux qui soutiennent ce travail par leur pensée, leur présence et leur contribution financière. Cette année, à travers les différents cycles avec lesquels nous sommes en phase, consciemment ou inconsciemment, nous nous initions à la réception et à l'utilisation des énergies mensuelles pour pouvoir travailler individuellement et collectivement à l'avènement de plus justes relations. Il est en effet important d'être conscient des potentialités qui émanent de ces énergies pour les comprendre et les utiliser. À défaut, si nous ne les reconnaissons pas, nous ne comprenons pas le sens de ce qui nous traverse. Et nous nous retrouvons parfois à contre-courant, ce qui ne manque pas de faire surgir de multiples difficultés. Le mois dernier, en associant le cycle solilunaire aux énergies mensuelles du zodiaque, nous avons mis en évidence un chemin énergétique qui s'étend sur 48 semaines. 48 semaines qui toutes ont des couleurs énergétiques différentes et qui offrent 48 opportunités avec lesquelles nous allons donc travailler, avec lesquelles nous allons nous familiariser pour pouvoir dérouler, pour incarner et cultiver une intention de travail commun. Et c'est ainsi que nous allons nous faire passeurs des énergies qui concourront semaine après semaine, mois après mois, à l'avènement de plus justes relations. Pour reprendre un slogan maintes fois entendu, mais pas forcément suivi d'effets tangibles, le changement, c'est maintenant. Alors, c'est le moment de s'y mettre, en étant nous-mêmes des échantillons du changement que nous souhaitons voir dans le monde. C'est avec l'énergie Capricorne que nous avons posé la première pierre de notre travail. Ces énergies nous incitaient à rejoindre la lumière, à devenir cette lumière, pour nous en imprégner autant que faire se peut, afin qu'elle puisse éclairer notre vision des relations entre terriens, et que nous puissions à partir de là engager les actions nécessaires au quotidien. Nous avons vu que ces énergies de lumière éclairent aussi les opportunités que présente l'existence, pour que chacun puisse explorer les notions de devoir, de responsabilité, de karma, comme des expressions de l'intelligence créatrice, et les mettre en œuvre pour participer au mieux-être général. Alors, aussi minime qu'ait pu être le petit plus de lumière au sein de nos rencontres, au sein de nos relations, de nos conflits, il participe à un éclairage croissant des consciences avec lequel nous allons aborder les énergies Verseau. Mais auparavant, nous allons aborder deux cycles qui sont importants lorsqu'on cherche à travailler avec les énergies. Le cycle des 4 saisons et le cycle en 3 temps qui rythment chaque saison. Au-delà de ce que nous allons en voir, ces cycles en 3 et à 4 temps sont universels parce qu'ils existent en fractal, à tous les niveaux. Ils décrivent une feuille de route pour la mise en œuvre des énergies, et c'est pourquoi nous allons les décrire. Commençons par le cycle saisonnier à 4 temps. La succession des 4 saisons s'apparente au même processus énergétique que le cycle à 4 temps du cycle solilunaire que nous avons vu la fois dernière. C'est pourquoi nous y retrouvons les mêmes termes d'alignement, de contact, de distribution et d'intégration pour chacun des 4 temps. L'hiver, c'est la saison qui constitue le premier temps du cycle. C'est une période d'alignement, une période de préparation aux 3 énergies du deuxième temps, le printemps, qui représente un important moment de contact. L'été, 3e temps du cycle, c'est la saison de la distribution, de la mise en œuvre des énergies qui ont été perçues au printemps. Et l'automne termine le cycle par 3 mois d'intégration. Nous aurons l'occasion de développer ce sujet d'ailleurs plus en détail la fois prochaine. Quant au second cycle, celui à 3 temps,
il rythme chaque saison. Et donc, chaque saison est composée de 3 signes zodiacaux qui sont chaque fois l'occasion de travailler sur différents plans, et ce, quelle que soit la saison. Le premier temps de la saison propose de mettre l'accent sur le plan mental et de nous ouvrir aux idées essentielles, capables d'apporter de nouvelles visions ou des points de vue plus aiguisés. Et c'est ce qui se passe en Capricorne, qui, en ouvrant la saison d'hiver, nous a amenés par le contact avec la lumière à penser karma, devoir et responsabilité. Les signes de début de saison incitent donc à penser et à capter de nouvelles idées, même si elles ne sont nouvelles que pour nous. Parce que tout changement est initié avant tout par les idées. Ce sont les idées qui mènent le monde. Et seuls ceux qui pensent participent véritablement à l'éclairer et à le transformer. Ensuite, les signes de milieu de saison, que sont le Verseau, le Taureau, le Lion et le Scorpion, développent les idées, les pensées nées pendant le premier temps. Elles les chargent d'un vécu d'ensemble, et c'est ce en quoi elles amènent les énergies du cœur. Les signes de milieu de saison ne sont donc pas faciles parce qu'ils proposent des énergies puissantes qui entrent souvent en opposition avec les vécus émotionnels et personnels sur lesquels l'humanité est actuellement centrée. Le plan émotionnel y est souvent en difficulté parce qu'il ne suffit pas d'avoir des idées pour le bien de l'ensemble. Encore faut-il avoir vraiment envie de les habiter pleinement. Or, il est fréquent que nous ne soyons pas prêts à nous donner tous les moyens de mettre en œuvre ces idées qui contrarient nos désirs personnels. C'est ce dilemme lors des énergies de milieu de saison qui entraîne, ou pas d'ailleurs, une alchimie transformatrice. C'est ce que nous verrons ce soir avec les énergies Verseau, qui sont celles du cœur de l'hiver, avant de retrouver plus tard donc cette proposition au cœur du printemps, de l'été et de l'automne. Quant au troisième signe, qui conclut chaque saison, il porte le travail des 2 premières énergies jusque sur le plan physique. Ce troisième temps propose d'incarner ce qui a été perçu par la tête et vécu par le cœur, et de le mettre en œuvre jusque dans la manifestation, sur le terrain de notre vie de tous les jours. C'est l'opportunité d'allier conjointement la vie de la tête et du cœur et de les métaboliser. C'est par ce troisième temps que s'éprouve et s'ancre à chaque cycle plus profondément une spiritualité au quotidien. Ainsi, l'alliance de la tête et du cœur amène à de nouvelles façons de vivre les rapports humains. Nous verrons cela le mois prochain avec les énergies poissons. Et cette incarnation, dans les faits, se retrouvera aussi donc au printemps, en été et à l'automne, avec les énergies des Gémeaux, de la Vierge et du Sagittaire. Et donc nous aurons l'occasion chaque mois de préciser ce qui peut apparaître pour l'instant encore très théorique. Pour ce soir, commençons donc par le travail qui se propose avec ce deuxième temps d'hiver, les énergies Verseau. Alors comme nous l'avons déjà signalé le mois dernier, nous avons fait un cycle de conférences en 2018 dans lequel nous avons abordé pas mal de points théoriques que nous ne redévelopperons pas ici. Ces conférences sont en audio et en vidéo sur notre site et vous pouvez les consulter si vous le souhaitez. Alors, précisons quand même quelques points pour définir les énergies Verseau, mais sans toutefois nous y étendre. La constellation du Verseau transmet à notre système solaire l'énergie du rayon 5, qui gouverne l'énergie du plan mental unifié, là où se trouvent les idées abstraites qui inséminent le mental humain. Le rayon 5 est aussi appelé le rayon de l'amour intelligent, parce qu'il initie à une approche globale et inclusive du monde. En ce qui concerne les énergies planétaires qui relient le Verseau, eh bien, contrairement au Capricorne, où la même planète gouverne l'âme et la personnalité, en Verseau, la planète en rapport avec l'âme est différente de celle qui influence la personnalité. En effet, la planète qui résonne avec l'âme, c'est Jupiter, la planète de l'union et de l'inclusivité qui transmet le rayon 2 d'amour-sagesse. Quant à la planète qui est le porte-parole de la personnalité, c'est Uranus, la planète qui incarne le plan d'ensemble jusqu'aux niveaux les plus denses et qui rayonne l'énergie du rayon 7 d'ordonnancement. Donc, 3 énergies qui concourent à l'énergie Verseau.
Et elle nous propose clairement de travailler sur la mise en œuvre de l'amour et du mental. C'est en réalisant que ce sont les pensées qui mènent le monde soit à sa perte, soit à l'amour, que l'humanité devient pleinement responsable de son avenir et qu'elle assume alors consciemment ses responsabilités. Alors, commençons par l'amour. Que dire de l'amour ? Que dire de sa nature et de la façon dont nous le dénaturons à travers nos différents filtres ? Vivre l'amour sur Terre, c'est le but pour lequel s'est engagée l'humanité il y a quelques millions d'années. Alors, rien d'anormal donc à constater qu'à notre niveau d'évolution, incarner l'amour sur Terre soit encore une réelle difficulté que nous surmontons pas à pas et vie après vie. À travers nos filtres, nous identifions cette énergie de façon tout à fait déformée. Passée au tamis du personnel, cette énergie d'inclusivité qui ne connaît pas la séparativité, se transforme en attitude séparatrice dès qu'elle se vit sur le champ de l'émotionnel et de l'affectif. Et dans ce monde du j'aime, j'aime pas, ou de je crois ou je crois pas, ou je pense comme ci ou comme ça, en lien avec ce qui me plaît ou ce qui me plaît pas, je suis un, mais un à part, un qui est un terminal, un qui perçoit une énergie universelle, mais en la traitant à l'échelle du particulier, en ne l'apercevant qu'à travers un champ de conscience très limité. Ainsi, ce que nous appelons amour s'apparente souvent à des qualités telles la sympathie, l'estime, la tendresse, l'entraide, la solidarité dans le besoin, la passion, l'attachement et même la possession. C'est l'état de l'entre-nous. L'entre-nous en famille, en couple, entre amis. Parce que dans notre monde, on aime ou on n'aime pas l'autre. Mais on n'imagine pas pouvoir être simplement porteur d'amour, indépendamment de telle ou telle personne. On pense généralement que l'amour naît toujours d'une relation entre des personnes. Et qu'il est parfois difficile de réaliser qu'en fait, il est une énergie fondamentale qui existe et dont nous pouvons être porteurs, quels que soient les rapports que nous entretenons avec les uns ou avec les autres. Mais cette approche de l'amour à travers une interprétation individuelle et émotionnelle, c'est cependant une étape importante dans l'histoire de l'humanité parce que ça rend compte de la considération accordée à l'autre et à certains autres. Mais si nous savons que l'amour est une énergie sans laquelle rien ne saurait exister, si nous reconnaissons intellectuellement que l'amour c'est le lien universel, l'énergie d'attraction et de cohésion qui permet la création de toutes les formes en un tout solidaire. Si nous comprenons que le but du plan, c'est de parvenir à révéler l'unité du tout, alliant ainsi l'essence et l'ensemble des existences, l'amour reste néanmoins une abstraction dont nous ne percevons que des bribes. Et ce sont pourtant ces bribes qui sont les panneaux indicateurs sur le chemin de l'évolution. Alors, comment vivre cette énergie d'amour ? Comment se départir de nos filtres qui déforment cette énergie jusqu'à la rendre méconnaissable ? Et c'est là que nous pouvons nous laisser éclairer par quelques penseurs, parce que, ne l'oublions pas, l'énergie d'amour, c'est aussi l'énergie de sagesse. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, des philosophes tels que Montesquieu ou Kant, pour n'en citer que deux, ont cherché à définir les mouvements intérieurs qui témoignent d'un rapport à l'universalité, présidant à l'avènement de justes relations qui peuvent témoigner de l'amour en action. Ainsi, Montesquieu écrivait « Si je savais quelque chose d'utile à ma famille, mais qui ne le soit pas à ma patrie, je chercherais à l'oublier. Si je savais quelque chose utile à ma patrie, mais qui soit préjudiciable à l'Europe, ou qui soit utile à l'Europe, mais préjudiciable au genre humain, je le regarderais comme un crime. » Il incitait donc déjà ses contemporains à penser globalement et à oublier leurs compréhensions et leurs intérêts particuliers pour les mettre au service de l'ensemble. De même pour Emmanuel Kant. Il a cherché à définir ce qui pouvait sous-tendre l'avènement de justes relations. En formulant ces fameux impératifs catégoriques, il a laissé en héritage un cadre de pensée dont on peut aujourd'hui encore s'inspirer si nous voulons contribuer à l'avènement de l'amour sur Terre. Ces impératifs catégoriques
invite chacun à penser et à agir de telle sorte que cela puisse être érigé en loi universelle, et à agir d'une façon qui inscrit systématiquement l'individu dans un champ plus grand que lui. Alors il est certain que si chacune de nos pensées, si chacune de nos relations, si chacun de nos actes dépasse l'égocentrisme et l'intérêt personnel pour s'accorder à une loi universelle et devient référence commune, il ne peut y avoir que de justes relations, puisqu'il s'agira alors d'accord et d'harmonie supérieure. Alors à ce niveau de compréhension et de regard porté sur l'ensemble, il n'est évidemment plus question d'affect et d'appréciation, mais d'une façon de se reconnaître comme appartenant à une même famille, à une même humanité, et d'une incitation à aller dans le sens d'une plus grande conscience de notre réalité une. Et même si ces deux grands penseurs n'utilisent pas le mot amour, mais c'est bien de cela dont il s'agit dans leurs propos. Et nous pouvons voir que leur conception de l'amour ne fait nullement appel à l'affectif, mais à la puissance de la pensée, au mental. Il est donc important de réaliser que le chemin qui mène à l'amour passe inévitablement par le travail de développement de l'acuité mentale, du discernement, de la pensée. Alors, voilà qui peut étonner, parce que dans l'opinion courante, amour et mental ne sont pas toujours associés. Mais cette dissociation résulte de notre regard limité sur le mental, celui que l'humanité utilise actuellement, et qui n'est que la partie inférieure et concrète du mental. Le développement et l'usage du mental sont fondamentaux puisque rien n'existe sans avoir initialement été pensé, comme nous l'avons dit tout à l'heure. Rien n'existe qui ne soit né au préalable d'une idée. Mais quelle idée? Alors le mental, c'est l'instance qui permet d'envisager la création, la transformation et le devenir de toute chose. Il est, comme nous le répétons souvent, l'outil créateur à l'origine des mondes. Et si la plupart d'entre nous reconnaissent sa fonction créatrice, sa liaison avec l'amour paraît moins évidente et interroge. Et là encore, pour comprendre cette indissociabilité, nous devons ouvrir nos champs de vision. Ce sont eux qui ouvrent nos champs de conscience et permettent ainsi de pénétrer progressivement dans la conscience d'ensemble. Généralement, dans nos sociétés, lorsqu'il est question de mental, donc c'est au mental concret qu'il est fait référence. Ce mental qui sait traduire en mots, organiser en séquences, dérouler un raisonnement étape par étape, faire des opérations finies dans un cadre délimité. Cet aspect du mental est absolument indispensable, car il permet d'avoir des mots pour dire les choses. Il permet avec son sens de la mesure de délimiter l'espace-temps et de construire dans le monde de la manifestation toute chose concrète et appréhendable. Il permet d'apprendre, de mémoriser, de comprendre le monde formel et de choisir les options les plus adaptées pour celui ou celle qui l'emploie. Il est aussi le commentateur de l'émotionnel et son porte-parole. Il rationalise toutes les impressions, les affects, les ressentis, en une expression intelligible et intelligente, qu'il s'efforce de faire apparaître comme une pensée, mais qui n'est en réalité qu'une interprétation de ce qui est déjà connu. En fait, le mental concret ne pense pas au vrai sens du terme, parce qu'il n'initie rien de nouveau. Et pourtant, c'est ce mental associé à l'émotionnel qui est le grand animateur de notre société actuelle. C'est ce mental qui exprime dans nos existences ce qu'il juge positif ou négatif, et donc ce qu'il convient de cultiver ou d'éradiquer, sans prendre le temps de se laisser inspirer par les vibrations de l'âme. Et en cela, il ne peut évidemment pas participer à l'amour et au bien commun. Et c'est pourquoi, paradoxalement, encore une fois, on pourrait dire que ce mental, même savant, est complètement dans l'ignorance. Parce que la véritable ignorance n'est pas ce que l'on croit. Ça n'est pas ce qu'on pourrait définir comme une absence de connaissance, non. L'ignorance, au-delà des critères habituels de l'apparence et de la culture, ce n'est pas ne pas savoir, mais croire que l'on sait.
et n'écouter ce qui est dit qu'à travers le filtre d'un « je sais », qui rend complètement sourd à l'inédit. L'ignorance est ce qui empêche de découvrir toute chose qui n'émane pas de notre mental concret et de son champ de mémoire, individuel ou collectif. Et c'est ce stockage de données et leur traitement intelligent qui nous trompe. Parce que même en récitant des pans entiers de l'Encyclopédia Universalis, nous restons ignorants de ce qui ouvre à la découverte. Quiconque s'enorgueillit d'un savoir s'isole dans une certitude qui le coupe de toute sagesse, qui le coupe d'une connaissance qui s'actualise en permanence et revisite à chaque instant ce que peut être demain. L'ignorance, c'est l'orgueil du sachant, qui oublie que ce qu'il convient d'apprendre, c'est devant nous, et non pas derrière nous. Et c'est pourquoi il est évident que si nous en restons au niveau du mental concret, alors là, le mental ne peut en rien participer à l'amour. Ce n'est qu'en envisageant le mental comme un tout, mariant les aspects abstraits et concrets, que nous sommes capables de mettre en œuvre son aspect novateur et unifiant. Ce n'est qu'en devenant sensibles aux vibrations et aux qualités de l'âme, qui ne cessent d'être porteuses des principes essentiels d'amour et des lois fondamentales, que les hommes et les femmes d'aujourd'hui peuvent développer un mental qui participe à l'amour. Ces principes et ces lois existent depuis l'origine sur les plans supérieurs de l'âme une. Les scientifiques qui découvrent les aspects physiques de ces lois, grâce à l'emploi de leur mental abstrait, nous montrent la voie. En effet, ils n'inventent rien. Ils ne font que découvrir et révéler des lois qui sous-tendent l'univers depuis sa formation. Mais leur savoir-faire est tout à fait fondamental. Et parce qu'il en est de même dans le monde des qualités intérieures, nous devons réaliser que les idées créatrices d'avenir et de justes relations, elles aussi existent déjà dans les mondes abstraits. Elles constituent une trame d'énergie-conscience qui définit ce que sera la vie de l'humanité et de tous les terriens dans les siècles à venir. Nous n'avons donc rien à inventer. Nous avons juste à découvrir ces lois et à les façonner en idées à valeur d'application. Les façonner en idées à valeur d'application. C'est là que notre pouvoir de pensée est tout à fait fondamental. Et c'est par le pouvoir de penser que ces idées globales et universelles se densifient progressivement. Et elles s'incarneront de façon tangible dès qu'un nombre suffisant d'individus les contacteront, afin de les diffuser et de les mettre en œuvre collectivement. Donc plus nous serons nombreux à rejoindre ce monde des idées essentielles, plus nous les penserons, plus elles éveilleront un écho dans la pensée de tous, et plus vite elles deviendront réalité sur le terrain. Ainsi, c'est par l'usage du mental unifié que l'amour, la qualité d'unité qui préside à tout ce qui est, peut progressivement investir le monde manifesté. C'est donc en pensant globalement que nous permettons l'avènement d'un monde unitaire et que nous expérimentons consciemment et pratiquement une inclusivité croissante. Penser avec un P majuscule, ce n'est donc pas être pour ou contre. Ce n'est pas prendre parti, ce n'est pas critiquer, commenter, constater. Ce n'est pas avoir des opinions ou répéter ce que l'on sait ou ce que l'on a entendu. Non. Là, nous sommes complètement dans les espaces et les vibrations du mental concret. Penser avec un P majuscule, c'est penser global. Et c'est une compétence que tout humain doit acquérir pour découvrir et éclairer de nouvelles voies de compréhension et de cohésion. Parce que c'est en pensant plus large, plus loin, plus collectif que nous servons l'amour sur Terre. Penser ainsi, c'est se projeter dans l'avenir, en empruntant un chemin qui mène à demain. C'est commencer à en dessiner les contours et le mettre en forme. C'est initier de nouveaux possibles, des possibles inédits pour soi ou pour les autres, et qui ne se dévoilent que progressivement et qui sont réellement transformateurs. C'est donc par la pensée que nous pouvons accompagner l'évolution. C'est par la pensée que nous générons les vibrations sur lesquelles se cultivent les relations justes entre tous, entre les humains et l'ensemble des terriens, et entre les règnes de la nature et la terre qui les accueille. Penser autrement,
c'est créer autrement et engendrer un monde meilleur. Et c'est à la portée de tous les penseurs. Tous les penseurs qui pensent global allient l'amour et le mental, marient la tête et le cœur. Ces deux atouts essentiels qui permettent à l'humain de s'engager sur la voie de l'évolution et de contribuer ainsi à la réalisation du plan. En réalité, c'est vrai qu'à terme, la tête et le cœur ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre pour mener à bien ce plan. Parce que la tête seule peut se complaire dans une compréhension abstraite qui détourne d'un intérêt porté à ses semblables et à l'ensemble des terriens. Et de son côté, le cœur seul peut tenir compte de l'ensemble, mais sans parvenir à percevoir et à traduire les principes fondamentaux qui définissent le plan à incarner sur Terre. Par conséquent, cet ensemble que cœur et mental constituent quelque chose de nouveau dans la conscience et qu'on appelle la conscience de groupe. La conscience de groupe qui est la nature même de l'âme. Celle-ci vit le monde comme un seul et même ensemble indissociable, un seul et même organisme, composé d'une mitude d'organes, doté des mêmes énergies et poursuivant un seul et même but. Vivre l'état de conscience de groupe change radicalement la façon d'habiter le monde. Sentir, penser et vivre en tant qu'ensemble oblige en premier lieu d'abandonner toute vision particulière. Parce que penser en conscience de groupe, ce n'est pas penser individuellement aux autres, penser individuellement à l'humanité, à la Terre, mais se penser comme élément de l'ensemble, pensant en tant qu'ensemble, ce qui est une façon de penser encore très peu courante. En effet, lorsque nous pensons à l'ensemble, nous le regardons depuis notre point de vue. Et dans le meilleur des cas, notre bonne volonté individuelle pousse à nous interroger sur ce que nous pouvons faire pour les autres. Il y a donc moi et l'autre, moi et les autres, dans une conception séparée qui n'est pas l'amour, avec un A majuscule. Cela est certes un progrès eu égard au moi d'abord, mais nous sommes encore bien loin de la conscience de groupe, qui caractérise justement l'âme et son projet d'ancrer cette conscience en manifestation. En conscience de groupe, chacun se perçoit comme porteur de la vision et des qualités d'ensemble et fonctionne de façon à servir avant tout un projet unitaire. Plus cette conscience de groupe s'insinue en nous, et plus nous sommes imprégnés par cette qualité d'unité, plus se dessine une vision claire des priorités à mettre en œuvre sur Terre, et plus se précisent les pensées communes qui engendreront le monde de demain. Ce tournant de l'évolution voit naître un nombre toujours croissant d'humains, plus soucieux de l'ensemble que d'eux-mêmes. Et si nous ne nous laissons pas hypnotiser par les apparences qui affichent les dégâts inévitables que provoquent ceux qui sont encore en involution, nous pouvons percevoir quotidiennement les progrès que la conscience de groupe entraîne au cœur de nos sociétés. La conscience de groupe nous porte à penser comme un, à nous considérer comme les cellules indissociables d'un même organisme, à mettre l'ensemble de nos moyens au service du collectif sans que personne ne s'attribue de mérite personnel pour l'œuvre accomplie. Et c'est pourquoi c'est intéressant de voir que cœur et mental associés mènent aussi à l'entente cordiale. Entente cordiale. C'est une belle expression qui évoque la compréhension mutuelle par le cœur. La compréhension mutuelle par le cœur. C'est une expression qui est utilisée depuis le début du XXe siècle parce qu'elle a servi à qualifier toutes les tentatives d'accord véritable entre la France et l'Angleterre. Mais il s'agissait surtout là d'une cordialité de surface et d'entente diplomatique qui laissait croire qu'une relation profonde existait alors que la méfiance totale restait tenace entre les deux pays. Mais alors, qu'est-ce qu'une véritable entente cordiale ? C'est ce qui existe quand le cœur et le mental animent ensemble le fil de nos existences. L'entente cordiale, c'est une possibilité de se sentir un, de se sentir suffisamment comblé pour pouvoir relationner avec ce qui est sur une note de complicité, sur une note de reconnaissance,
sur une note qui est touche de rencontre en évolution à chaque inspiration. Car l'entente n'est pas donnée une fois pour toutes. Elle se cultive, elle se peaufine, elle s'entretient, elle s'approfondit sans relâche, pour ne pas se transformer en confort relationnel qui s'endort sur son passé. L'entente, c'est la nécessité de se sentir pulser au même rythme, sans perdre sa note ni l'imposer. C'est être côte à côte, tout en étant conscient d'être ensemble dans un espace plus grand qui nous contient. L'entente cordiale offre la possibilité d'interroger à chaque instant la vérité de notre rapport à l'autre. Elle invite à partager un parfum d'unité, non pour nous-mêmes, mais pour l'ensemble. Et cette magie opère dès lors que nous nous percevons cellules d'humanité ajustées à un tout. Car le cœur et le mental unis ne cherchent rien de plus que de participer au mouvement de vie, en inspirant et en expirant de façon synchrone le beau à l'œuvre sur la terre. En effet, vivre ensemble le cœur et le mental permet de percevoir le beau, la véritable beauté. Parce que tout chemin vers l'unité engendre la beauté. Pour comprendre la beauté, nous devons nous défaire de nos représentations habituelles du beau et du laid, qui ne sont qu'appréciation ou dépréciation de personnes, d'événements ou d'objets, résultant de goûts plus ou moins formatés par notre appartenance à une culture, à une époque, à un milieu social ou à une éducation. Pourtant, depuis Platon, la beauté est considérée comme la résultante de l'équilibre et de l'harmonie existant entre le tout et ses parties. C'est donc l'expression vibratoire d'un accord qui traduit un état d'unité parfaitement cohérent. Évidemment, cette approche de la beauté peut être interprétée de manière uniquement formelle et donner lieu à une méthode pour artistes en herbe qui utiliseraient les règles des bonnes proportions eu égard au goût de leur époque. Et c'est pourquoi il importe d'entendre ce qui se dit avec un mental éclairé, avec un mental qui inscrit tous les propos, tous les événements, toutes les situations qui nous interpellent dans le cadre le plus large que nous pouvons concevoir, et non dans le cadre étroit de ce que nous savons déjà. Ainsi, la beauté, résultant de l'équilibre entre le tout et les parties, nous demande systématiquement de définir le tout dont on parle, et les parties qui le constituent, qui constituent ce tout, puisque ce tout fait naturellement, évidemment, partie, à son tour, d'un tout plus grand dont nous prenons conscience à mesure que croît notre conscience. Ainsi, si nous considérons l'humain comme un tout, il est aussi une alliance entre deux parties, l'âme et la personnalité. Et la beauté qui le traverse et qui émane de lui est fonction de l'harmonie qui existe entre ces deux instances qui le constituent. Et ce qui est vrai pour l'humain, elle est aussi pour les règnes de la nature, qui chacun résulte d'un rapport spécifique entre essence et existence. Et c'est du rapport existant entre les mondes intérieurs et les mondes extérieurs que naît la beauté qui témoigne d'une unité qui se cherche, qui se trouve, et qui finit par irradier sans limite. C'est donc en étant sensible à l'unité en voie de réalisation que nous pouvons aiguiser notre sensibilité à la beauté et que nous pouvons faire croître l'amour. Chaque fois que nous sommes capables de percevoir la présence de l'âme qui se tient en amont des formes, en amont des événements, chaque fois que nous sommes en contact avec l'essence d'une fleur, d'une personne, quel que soit son âge de conscience, nous pouvons percevoir une part d'unité qui dégage une beauté qui évidemment ne correspond en rien aux critères esthétiques définis par une époque. En effet, la beauté est dans l'œil de celui ou de celle qui regarde, disait Oscar Wilde. Ce qui signifie que la beauté est dans l'œil de celui ou de celle qui sait voir l'unité à l'œuvre, au-delà de l'apparence. Et si chacun peut voir chez l'autre au-delà de l'apparence, et reconnaître qu'il est un chemin d'harmonie perpétuellement en expansion, il crée un pont entre lui et l'autre, et participe ainsi à faire croître l'unité. La beauté naît donc toujours d'une union. Elle se perçoit lorsque l'âme transparaît à travers la forme,
lorsque la qualité d'unité émane de la diversité. La beauté est aussi ce qui perle des pensées éclairées par l'âme, quand l'alliance de la tête et du cœur se réalise. Saint-Exupéry faisait dire au Petit Prince « On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » Aujourd'hui, nous pourrions dire « On ne voit bien qu'avec le cœur et le mental réunis. » Et c'est cette union qui s'exprime à travers la beauté. La beauté, c'est une émanation de l'amour à l'œuvre. Elle est le parfum de l'amour en manifestation. Alors bien sûr, ça peut sembler complètement utopique à quiconque ne voit que l'apparence. Mais si nous nous attelons à percevoir derrière la multiplicité des formes, que la beauté apparaît chaque fois qu'un nouvel accord se fait entre l'intérieur et l'extérieur, alors nous construisons un monde de plus justes relations. Et c'est quand nous aurons trouvé un minimum d'accords que nous pourrons conquérir la paix ensemble. Et une paix qui ne soit pas une paix de surface, une véritable paix qui traduit l'expression véritable de l'adelphité, de la coopération entre humains, pour que l'ensemble des terriens prennent place dans le grand champ de la vie en se reconnaissant les uns les autres, comme cellules d'un grand monde dont ils ont à révéler la beauté. En effet, vivre le cœur et le mental ensemble, c'est aussi vivre la paix, parce que c'est comprendre la nature fondamentale du système solidaire dans lequel nous existons comme partie indissociable du tout. Ainsi, la solidarité, ça n'est pas l'entraide, c'est la compréhension que nous ne sommes rien les uns sans les autres et que nous devons prendre en compte l'ensemble si nous voulons guérir notre humanité. Alors, vivre la paix, c'est cesser de penser que dans un système solidaire, il y a des organes plus méritants que d'autres, et donner à chacun la place qui lui est attribuée dans l'avancée commune de l'existence. C'est cesser de croire qu'il y a des bons et des mauvais, mais apprendre à avancer ensemble, en portant ensemble la vision d'un monde plus juste. Vivre la paix, c'est possible si nous apprenons à penser pour le bien global avant les intérêts particuliers. Bon, mais qu'est-ce qui peut nous aider au quotidien à penser le bien global, à développer l'amour pour parvenir à une entente cordiale? Qu'est-ce qui peut bien nous amener à percevoir la beauté au quotidien et à vivre la paix? Eh bien, c'est une pratique à laquelle on pense peu, tant elle a l'air anodine. Et c'est pourtant une pratique dont les enseignements parlent en permanence et sur laquelle nous revenons souvent, bien qu'elle soit difficile à mettre en œuvre, c'est l'innocuité. Il est dit qu'actuellement, compte tenu de notre niveau de conscience, l'innocuité est l'énergie la plus puissante que nous puissions utiliser pour changer le monde. Il est dit que lorsque l'innocuité devient la note dominante de l'existence, elle produit davantage de justes conditions harmonieuses dans la personnalité que tous les autres genres de disciplines. C'est donc en veillant à être innocui, avec l'évolution de conscience, on est obligé d'inventer un peu de nouveaux mots, donc c'est en veillant à être innocui que nous permettons à l'énergie d'amour de s'ancrer sur Terre. De même qu'avant de courir, il est nécessaire d'apprendre à marcher, avant de vivre pleinement l'amour, il est indispensable d'affaiblir progressivement notre pouvoir de nuisance jusqu'à l'éradiquer. L'innocuité est habituellement définie comme la capacité de ne pas nuire en pensée, en parole et en action. Mais cette première définition a induit chez de nombreux individus des comportements d'autocensure, qui ne sont en rien créateurs. L'énergie d'innocuité, c'est celle d'une compréhension qui émane de l'âme et qui conduit la personnalité à accueillir l'ensemble de nos frères et sœurs humains, sans rejet. En effet, l'innocuité, c'est avant tout l'attitude intérieure qui caractérise les gens qui aiment. Elle émane de celles et ceux qui ne se vivent pas séparés de l'ensemble et qui œuvrent au bien commun. En cela, l'innocuité dessine le chemin qui conduit à l'impersonnalité, cet état d'être où l'individu n'attend plus rien pour lui et se met entièrement
au service du global. Elle imprègne quiconque rejoint et touche cet état d'unité, cet état d'âme, où les pensées nocives et séparatrices ne surgissent plus. C'est cet éprouvé vibratoire qui est le secret de la véritable innocuité. Parce que quand nous cultivons cette conscience de groupe, les pensées négatives, les paroles et les actions préjudiciables à l'ensemble n'ont plus du tout à être surveillées, puisqu'elles n'existent plus. C'est donc en s'alignant sur cette conscience de groupe que nous faisons croître cette qualité d'innocuité au quotidien et que nous œuvrons pour le bien commun. Et c'est cette conscience du bien commun qui fait croître l'ouverture du cœur. Quand nous ne considérons plus comme séparés les uns des autres, nous ne pouvons plus penser et agir contre les autres. Nous nous mettons alors au service du global et nous sommes alors les porteurs, les garants et les accompagnateurs de l'unité sur Terre. Plus nous sommes alignés sur les valeurs de l'âme, plus nous sommes conscients de notre dimension essentielle, plus nos jugements, nos paroles, nos actions sont vecteurs de compréhension aimante et exempts de critique. L'innocuité est ainsi la conséquence d'un état d'être et non la surveillance d'un état de faire, qui répondrait à des critères moraux, sociaux, tout bienfaisants qu'ils puissent être. Grâce à l'innocuité, le terrain se prépare pour que s'incarnent les forces de l'amour véritable et l'ensemble des énergies subtiles qui orientent la personnalité vers l'action juste. En effet, les accords subtils résultant de la recherche et de la pratique de l'innocuité transforment progressivement les états d'être des uns et des autres, et ce sont eux qui à terme viendront à bout des effets nocifs qui résultent des visions séparatistes propres à la conscience individuelle. Actuellement, l'innocuité est l'énergie la plus efficace à notre portée pour amener plus d'harmonie sur Terre. Elle exige discipline, engagement et présence intérieure. Et c'est en la pratiquant que nous pouvons amener de plus justes relations. Nous sommes les acteurs du changement qui se dessine dans le monde, et selon que nous cultivons la séparativité ou l'innocuité, nous entretenons les guerres ou nous construisons la paix. C'est là notre responsabilité. Voilà tout ce à quoi nous invitent les énergies Verseau. Alors nous disions précédemment que ce signe présentait deux énergies à mettre en œuvre sur des niveaux abstraits. Tout d'abord celle du rayon 5, le rayon du mental unifié, le rayon de l'amour intelligent, et puis celle du rayon 2 de l'amour sagesse. Et c'est pourquoi nous avons mis l'accent sur le travail de développement de l'amour et du mental qui s'expriment ensemble par la beauté. Il nous reste à voir ce qu'amène l'énergie du rayon 7 d'ordonnancement, transmis par Uranus à la personnalité, et l'usage qu'elle peut en faire. L'énergie Verseau revêt en effet une importance particulière, et s'exprime avec d'autant plus de puissance aujourd'hui que nous sommes entrés dans une nouvelle ère, celle du Verseau, justement, et qui va durer 2160 ans. Les 2 millénaires de l'ère précédente, celle des Poissons, ont doté l'humanité d'idéaux personnels, idéaux de liberté, de réussite, de pouvoir, mais aussi idéaux de fraternité, d'amour, de partage, d'égalité en droit, et qui ont posé les jalons de ce que doit mettre en œuvre l'humanité à son niveau d'évolution. Et si ces idéaux ont été un objectif durant l'ère passée, ce n'est que lors des 2 prochains millénaires de l'ère du Verseau qui deviendront une réalité incarnée. En effet, grâce au développement d'un mental éclairé par l'âme, qui entraînera une créativité au service du bien commun, l'idée de l'amour et de la conscience de groupe se manifestera progressivement. Chaque année, l'énergie Verseau nous parle de cet avenir à construire, en mariant la capacité de penser et d'aimer. Et c'est dans ce but que chaque année, ces énergies nous proposent de cultiver de façon conjointe l'innocuité et l'acuité mentale. Alors, rien de neuf sous le soleil, vous allez me dire. Non, effectivement, rien de neuf sous le soleil quant à la feuille de route, du moins. Mais de quoi encore travailler quelques siècles pour que celle-ci devienne une réalité. Et donc, d'un point de vue global, la fonction du rayon 7, c'est de matérialiser l'ordonnancement harmonieux des lois fondamentales.
L'énergie du rayon 7 est au service du plan. Elle est donc au service de tous les autres rayons. Parce que sans le rayon 7, rien de l'existence n'apparaîtrait en manifestation. Le rayon 7, c'est l'énergie de l'existence concrète, qui permet à ce qui est en haut de se refléter dans ce qui est en bas. Et c'est ce rapport entre le haut et le bas, entre les énergies les plus subtiles et les plus denses, qui donne à ce rayon le pouvoir d'être au service de l'amour intelligent, en permettant à l'humanité de le manifester efficacement à travers des pratiques quotidiennes, qui évidemment bouleversent progressivement les civilisations. Mais si cette mise en œuvre peut apparaître à certains comme beaucoup trop lente, il faut réaliser qu'elle ne peut pas se faire trop rapidement, eu égard à tous ceux qui sont encore en involution et qui ne peuvent adhérer à l'amour et aux idées globales. Cette mutation ne peut se réaliser que pas à pas, parce que vivre l'amour là où règne l'égoïsme, installer la coopération là où la compétition est la règle, penser solidaire et globale avant le moi d'abord, ne peut que provoquer des refus, des résistances et des cristallisations pour quiconque n'a pas l'âge de conscience nécessaire pour accompagner ces transformations. Cependant, pour nous tous, qui cherchons à pratiquer consciemment et de participer consciemment à ce plan de spiritualisation de la matière, ce n'est plus le temps de nous questionner pour savoir comment mettre en œuvre le changement que nous appelons de nos vœux. C'est le temps de nous efforcer d'incarner et de rayonner l'amour au quotidien, en nous faisant passeurs des énergies d'unité que nous sommes capables de rejoindre. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, pour nous, le changement, c'est maintenant. Et c'est pourquoi l'énergie du rayon 7 qui anime notre personnalité pendant ce mois nous incite à considérer l'amour, la pensée globale, l'entente cordiale, la beauté, la paix, comme des valeurs repères à pratiquer au sein de tout ce que nous vivons de concret au quotidien. Et c'est cette même énergie qui nous pousse à incarner l'innocuité. Mais cette mise en œuvre nécessite au préalable que la personnalité se soit alignée sur ces valeurs, de manière à ce qu'elles se concrétisent à travers elle d'une manière naturelle. Mais, lorsque la personnalité veut concrétiser des valeurs d'ensemble, sans s'y être reliée, sans être intérieurement inspirée par l'amour ou des idées abstraites, elle ne fera que du factuel. Elle s'efforcera sur un mode très personnel d'incarner ce qu'elle croit être l'amour et de plus justes relations, en déployant des actions tous azimuts pour y parvenir. Alors, elle agit concrètement selon ce que devraient être les justes relations de son point de vue. Ce qui amène à organiser des actions de groupe, mais en demeurant en conscience individuelle. Or, ce ne sont pas nos comportements qui doivent changer, mais la conscience qui les génère. Incarner l'amour, c'est avant tout un chemin de conscience. Mais lorsque la personnalité n'est pas inspirée par les valeurs supérieures, eh bien l'énergie de concrétisation du rayon 7, ça lui inspire un activisme animé par un émotionnel de bonne volonté, mais toujours individuel. Voilà qui implique d'exercer notre discernement quant au niveau vibratoire avec lesquels nous sommes réellement en phase. Mais lorsque nous nous efforçons de maintenir notre alignement sur les valeurs essentielles, elles passent à travers nous, même très partiellement, sans que nous le voulions, et sans que nous nous en rendions compte. C'est ce qu'on appelle le service. Le Verseau est ainsi le signe qui amène à servir. Ces énergies sont là pour nous y inciter, pour nous y aider, car nous avons à prendre part au grand chantier planétaire. Servir l'amour, ça n'est pas donner ce que l'on a, c'est donner ce que l'on est. C'est se donner conscient que notre participation au mieux retentira sur l'ensemble, sans attendre de retour pour soi-même. Et pour ça, il faut oser balayer d'un mouvement de conscience les séparatismes que l'on se surprend à nourrir, pour grandir et faire grandir le tout. Il faut oser mettre aux oubliettes nos désirs individuels, œuvrer pour l'ensemble, et s'y consacrer pleinement, sans y mettre de grains de sel personnel. C'est là la voie tracée pour aujourd'hui, demain, après-demain,
jusqu'à l'avènement plein et entier de l'amour sur terre. Alors, comme nous l'avons dit au début de ce nouveau cycle, nous proposons cette année de nous engager collectivement à travailler à l'avènement de justes relations au fil des 12 énergies mensuelles, et plus précisément à travers les 4 phases du cycle solilunaire. Le premier temps du Capricorne nous a permis de contacter et de mettre en œuvre l'énergie de lumière. À présent, les énergies Verseau, deuxième temps de l'hiver, prennent le relais. Ce soir, avec le cœur à l'œuvre, engagement collectif à servir, essayons d'accompagner collectivement l'amour en suivant les 4 phases du nouveau cycle solilunaire pour faire croître le flux énergétique capable d'installer d'autres rapports entre tous. La première phase autour du premier quartier, qui va du 2 au 8 février 2025, donc nous y sommes. C'est une période de préparation pour recevoir les énergies d'amour qui se déverseront sur Terre pendant la semaine de pleine lune. Pour s'y préparer, il est nécessaire tout d'abord de se départir du connu, de ce qui a été vécu avec les énergies capricornes pour se rendre disponible à l'inédit. Une fois disponible, nous pouvons chercher à nous mettre en phase avec l'énergie d'amour, l'énergie d'unité. C'est une opportunité pour nous accorder à cette énergie, pour approcher sa réalité et mesurer combien l'amour et son expression unitaire diffèrent radicalement de l'affectif ou de tout sentiment d'appréciation. Pendant cette phase préliminaire, nous cherchons à rejoindre la conscience de groupe en nous mettant au diapason de l'amour et de la pensée créatrice. Pour nous y aider, nous pouvons choisir de mettre plus spécifiquement l'accent sur l'entente cordiale, ou la paix, ou la beauté. C'est ce qui nous mettra en phase avec les énergies d'amour, qui peuvent se contacter après en période de pleine lune. La période de préparation donc invite à se tendre vers ce qui sera reçu en nous harmonisant intérieurement. En phase de pleine lune, ce sera du 9 au 16 février donc 2025, riche de tout ce travail préliminaire qui nous a permis de monter imperceptiblement notre taux vibratoire, nous sommes en mesure de nous ouvrir à ces énergies qui imprègnent la Terre sans vouloir en tirer bénéfice pour nous-mêmes. Nous sommes à ce moment-là une petite partie d'une antenne collective qui se tourne vers les champs d'émissions subtiles pour en être les dépositaires collectifs. Nous nous efforçons alors de rejoindre et de devenir les énergies d'amour intelligent qui se déversent sur la planète au moment de la pleine lune. Nos auras s'imprègnent alors de ces qualités pour pouvoir les rayonner ensuite. Pendant ce stade de contact, nous pouvons respirer les qualités de l'amour et de toutes les valeurs qui émanent de l'unité avant de pouvoir les distribuer. Puis vient la troisième phase, la phase de distribution, qui correspond à la période qui encadre le deuxième quartier de la Lune. Ce sera du 17 au 23 février 2025. C'est le temps où ce que nous avons contacté, ce qui nous a impacté, même inconsciemment, se diffuse à travers nous. Alors c'est peut-être parfois un moment difficile parce que les énergies d'unité qui nous ont imprégnés se propagent sur le terrain de la personnalité qui vibre sur une fréquence plus séparatiste, ce qui entraîne souvent des remaniements pas toujours faciles à canaliser. Et c'est pourquoi il importe de veiller à l'innocuité. Car c'est en pensant le monde en toute innocuité que les rapports qui existent entre individus peuvent se transformer. En conscience d'innocuité, les murs du séparatisme se délitent et révèlent peu à peu l'unité sous-jacente au monde manifesté. Et c'est à travers les difficultés que nous rencontrons pour la mettre en œuvre, au sein d'une actualité souvent difficile, que les justes relations humaines peuvent s'éprouver à travers nous, et aussi nous éprouver. Cependant, rappelons-nous que favoriser l'essor de l'amour en chacun d'entre nous, comme en société, ne passe pas du tout par des actes concrets. Favoriser l'amour n'entraîne pas d'ingérence dans la vie d'autrui.
mais une conception unitaire de chacun qui conduit naturellement à des attitudes de compréhension aimantes qui systématiquement font croître un rayonnement d'unité. Ainsi, chaque fois que nous sommes confrontés à un différend avec quiconque, nous pouvons répondre à cette question que posait un maître de sagesse à ses disciples. Quand vous n'approuvez pas les idées de quelqu'un, quand vous êtes un peu offusqué par son comportement, quand vous n'êtes pas du tout d'accord avec ses prises de position, que faites-vous immédiatement? Lui répondez-vous par l'amour? Voilà une question qui peut nous accompagner au quotidien. Que signifie répondre par l'amour? Évidemment, ce n'est pas répondre affectivement. Ce n'est pas cautionner ce qui paraît parfois incautionnable non plus. C'est ressentir intérieurement l'unité dans laquelle nous baignons tous pour être en état d'ouvrir nos champs de reconnaissance et de compréhension. Et ainsi affamer tous les schémas de critique et de séparation. Mais pour ça, il faut au préalable renoncer à avoir raison. Enfin, le 4e temps du cycle solilunaire, qui correspond à la période de la nouvelle lune, et qui aura lieu donc du 24 février au 2 mars 2025, invite à poursuivre le travail de mise en œuvre du 3e temps, et à noter les infimes progrès que nous avons pu faire dans les rapports que nous avons noués avec les autres au cours de ce cycle. C'est un temps aussi de bilan, un état des lieux, au terme d'un chemin de conscience qui permet jour après jour, mois après mois, d'ancrer dans nos consciences l'amour qui permet que se dessinent de plus justes rapports humains et de voir comment ça s'intègre dans notre quotidien. Alors, qu'en est-il de l'innocuité, de la perception de la beauté, de notre capacité à penser d'une manière moins réactive et plus globale? Avons-nous réussi à mettre en place de temps en temps l'entente cordiale, voire la paix? C'est le moment de faire le point sur notre vécu mensuel pour voir ce que nous retenons de ces expériences. Avant de nous aligner sur l'énergie suivante, parce que dans le monde des énergies, il n'y a pas de vacances programmées. Alors, pour conclure cette énergie Verseau, nous pourrions dire, et si nous osions l'amour? Et si nous osions découvrir sa nature profonde, sa radiance et son inclusivité? Et si nous nous attelions chaque matin, malgré les aléas du quotidien, malgré les incompréhensions multiples et les guerres que se livrent les hommes et les femmes, à percevoir derrière chaque être, chaque situation, chaque événement, la touche de mieux qui cherche à poindre et à colorer le paysage humain? Et si au lieu d'exiger le mieux des autres, si au lieu de considérer qu'ils font en permanence, qu'ils ne sont pas à la hauteur, si au lieu de critiquer et d'éclairer tous leurs ratés, leurs défauts, nous nous appliquions à percevoir la note de vie qui s'incarne, l'étincelle de lumière qui fait son chemin dans les brumes et l'obscurité de l'incarnation. C'est possible, c'est souhaitable. C'est même indispensable si nous voulons individuellement et collectivement participer au mieux-être du monde. Et peu importe si nous n'apprécions pas ce travail, parce que l'amour ne demande pas d'apprécier. Il demande de reconnaître et d'inclure quiconque comme nous, à partir de ce qu'il est, s'emploie à donner le meilleur qu'il est en capacité d'offrir à l'humanité. C'est à cela que nous invitent les énergies Verseau. Et c'est ce à quoi nous pouvons participer en cultivant l'acuité mentale et l'amour. Alors, méditons ensemble pour qu'adviennent les justes relations que nous cherchons à incarner.